Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'aurai le plaisir de vous présenter un nouveau conte tiré de Mille et une nuits, premier épisode de l'histoire du cheval enchanté. Allons-y, c'est parti. Allongez-vous, détendez-vous, éteignez les lumières et prêtez-moi vos oreilles. Scheherazade, en continuant de raconter au sultan des Indes ces histoires si agréables et auxquelles il prenait un si grand plaisir, l'entretint de celle du cheval enchanté. Sire, dit-elle, comme votre majesté ne l'ignore pas, le nouveau, c'est-à-dire le nouveau jour qui est le premier de l'année et du printemps, ainsi nommé par excellence, est une fête si solennelle et si ancienne dans toute l'étendue de la Perse, dès les premiers temps même de l'idolâtrie, que la religion de notre prophète, toute pure qu'elle est, et que nous tenons pour la véritable, en s'y introduisant, n'a pu jusqu'à nos jours venir à bout de l'abolir. Quoi que l'on puisse dire qu'elle est toute païenne et que les cérémonies qu'on y observe sont superstitieuses. Sans parler des grandes villes, il n'y en a ni petites, ni bourgs, ni villages, ni hameaux où elles ne soient célébrées avec des réjouissances extraordinaires. Mais les réjouissances qui se font à la cour les surpassent toutes infiniment par la variété des spectacles surprenants et nouveaux. Et les étrangers des États voisins, et même des plus éloignés, y sont attirés par les récompenses et par la libéralité des rois envers ceux qui excellent par leurs inventions et par leur industrie, de manière qu'on ne voit rien dans les autres parties du monde qui approchent de cette magnificence. Dans une de ces fêtes, après que les plus habiles et les plus ingénieux du pays, avec les étrangers qui s'étaient rendus à Shiraz, où la cour était alors, eurent donné au roi et à toute sa cour le divertissement de leur spectacle, et que le roi fut ses largesses, à chacun selon ce qu'il avait mérité et ce qu'il avait fait paraître de plus extraordinaire, de plus merveilleux et de plus satisfaisant, ménagé avec une égalité qu'il n'y en avait pas un qui ne s'estimât dignement récompensé. Dans le temps qu'il se préparait à se retirer et à congédier la grande assemblée, un Indien parut au pied de son trône, en faisant avancer un cheval sellé, bridé et richement harnaché, représenté avec tant d'art qu'à le voir, on l'eût pris d'abord pour un véritable cheval. L'Indien se prosterna devant le trône, et quand il se fut relevé, en montrant le cheval au roi, « Sire, dit-il, quoique je me présente le dernier devant votre majesté pour entrer en lice, je puis l'assurer néanmoins que dans ce jour de fête, elle n'a rien vu d'aussi merveilleux et d'aussi surprenant que le cheval sur lequel je la supplie de jeter les yeux. Je ne vois dans ce cheval, lui dit le roi, autre chose que l'art et l'industrie de l'ouvrier à lui donner la ressemblance du naturel qui lui a été possible. Mais un autre ouvrier pourrait en faire un semblable,
qui le surpasserait même en perfection. Si, reprit l'Indien, ce n'est pas aussi par sa construction ni par ce qu'il paraît à l'extérieur que j'ai dessein de faire regarder mon cheval par votre majesté comme une merveille. C'est par l'usage que j'en sais faire, et que tout homme comme moi peut en faire par le secret que je puis lui communiquer. Quand je le monte en quelque endroit de la terre, si éloigné qu'il puisse être, que je veuille me transporter par la région de l'air, je puis l'exécuter en très peu de temps. En peu de mots, sire, voilà en quoi consiste la merveille de mon cheval. Merveille dont personne n'a jamais entendu parler, et dont je m'offre de faire voir l'expérience à votre majesté, si elle me le commande. Le roi de Perse, qui était curieux de tout ce qui tenait du merveilleux, et qui, après tant de choses de cette nature qu'il avait vues, et qu'il avait cherché et désiré de voir, n'avait rien vu qui en approchât, ni entendu dire qu'on eût vu rien de semblable, dit à l'Indien qu'il n'y avait que l'expérience qu'il venait de lui proposer qui pouvait le convaincre de la prééminence de son cheval, et qu'il était prêt d'en voir la vérité. L'Indien mit aussitôt le pied dans l'étrier, se jeta sur le cheval avec une grande légèreté, et quand il eut mis le pied dans l'autre étrier, et qu'il se fut bien assuré sur la selle, il demanda au roi de Perse où il lui plaisait de l'envoyer. Environ à 3 lieues de Shiraz, il y avait une haute montagne qu'on découvrait à plein de la grande place où le roi de Perse était devant son palais, rempli de tout le peuple qui s'y était rendu. As-tu cette montagne? Dit le roi en la montrant à l'Indien. C'est où je souhaite que tu ailles. La distance n'est pas longue, mais elle suffit pour faire juger de la diligence que tu feras pour aller et pour revenir. Et parce qu'il n'est pas possible de te conduire des yeux jusque-là, pour marquer certaine que tu y seras allé, j'entends que tu m'apportes une plante d'un palmier qui est au pied de la montagne. À peine le roi de Perse eut achevé de déclarer sa volonté par ces paroles, que l'Indien ne fut que tourner une cheville qui s'élevait au défaut du cou du cheval, en approchant du pommeau de la selle. Dans l'instant, le cheval s'éleva de terre et enleva le cavalier en l'air comme un éclair, si haut qu'en peu de moments, ceux qui avaient les yeux les plus perçants le perdirent de vue. Et cela se fit avec une grande admiration du roi et de ses courtisans, et de grands cris d'étonnement de la part de tous les spectateurs assemblés. Il n'y avait presque pas un quart d'heure que l'Indien était parti, quand on l'aperçut en haut de l'air qui revenait, la palme à la main. On le vit enfin arriver au-dessus de la place, où il fit plusieurs caracoles aux acclamations de joie du peuple qui lui applaudissait, jusqu'à ce qu'il vînt se poser devant le trône du roi, à la même place d'où il était parti, sans aucune secousse du cheval qui pût l'incommoder. Il mit pied à terre, et en s'approchant du trône, il se prosterna, et il posa la palme aux pieds du roi. Le roi de Perse, qui fut témoin avec non moins d'admiration que d'étonnement du spectacle inouï que l'Indien venait de lui donner, conçut en même temps une forte envie
de posséder le cheval, et comme il se persuadait qu'il ne trouverait pas de difficulté à en traiter avec l'Indien, quelques sommes qu'il lui en demanda et résolut de la lui accorder. Il le regardait déjà comme la pièce la plus précieuse qu'il aurait dans son trésor, dont il comptait de l'enrichir. À juger de ton cheval par son apparence extérieure, dit-il à l'Indien, je ne comprenais pas qu'il dût être considéré autant que tu viens de me faire voir qu'il le mérite. Je t'ai obligation de m'avoir désabusé. Et pour te marquer combien j'en fais d'estime, je suis prêt de l'acheter s'il est à vendre. Sire, reprit l'Indien, je n'ai pas douté que votre Majesté, qui passe entre tous les rois qui règnent aujourd'hui sur la terre, pour celui qui sait juger le mieux de toutes choses et les estimer selon leur juste valeur, rendrait à mon cheval la justice qu'il lui rend, dès que je lui aurai fait connaître par où il était digne de son attention. J'avais même prévu qu'elle ne se contenterait pas de l'admirer et de le louer, mais même qu'elle désirerait d'abord d'en être possesseur, comme elle vient de me le témoigner. De mon côté, sire, quoique j'en connaisse le prix autant qu'on peut le connaître, et que sa possession me donne un relief pour rendre mon nom immortel dans le monde, je n'y ai pas néanmoins une attache si forte que je ne veuille bien m'en priver pour satisfaire la noblesse passion de votre Majesté. Mais, en lui faisant cette déclaration, j'en ai une autre à lui faire touchant la condition sans laquelle je ne puis me résoudre à le laisser passer en d'autres mains, qu'elle ne prendra peut-être pas en bonne part. Votre Majesté aura donc pour agréable, continua l'Indien, que je lui marque que je n'ai pas acheté ce cheval, je ne l'ai obtenu de l'inventeur et du fabricateur qu'en lui donnant en mariage ma fille unique qu'il me demanda, et en même temps il exigea de moi que je ne le vendrais pas, et que si j'avais à lui donner un autre possesseur, ce serait par un échange tel que je le jugerais à propos. L'Indien voulait poursuivre, mais au mot d'échange, le roi de Perse l'interrompit. Je suis prêt, repartit-il, de t'accorder tel échange que tu me demanderas. Tu sais que mon royaume est grand, qu'il est rempli de grandes villes, puissantes, riches et peuplées. Je laisse à ton choix celle qui te plaira de choisir en pleine puissance et souveraineté pour le reste de tes jours. Cet échange parut véritablement royal à toute la cour de Perse, mais il était fort au-dessous de ce que l'Indien s'était proposé. Il avait porté ses vues à quelque chose de beaucoup plus élevé. Il répondit au roi, « Sire, je suis infiniment obligé à votre Majesté de l'offre qu'elle me fait, et je ne puis assez la remercier de sa générosité. Je la supplie néanmoins de ne pas s'offenser si je prends la hardiesse de lui témoigner que je ne puis mettre mon cheval en sa possession qu'en recevant de sa main la princesse, sa fille, pour épouse. Je suis résolu de n'en perdre la propriété qu'à ce prix. » Les courtisans qui environnaient le roi de Perse ne purent s'empêcher de faire un grand éclat de rire à la demande extravagante de l'Indien. Mais le prince Firouz Shah, fils aîné du roi et héritier présomptif du royaume,
ne l'entendit qu'avec indignation. Le roi pensa pardon, tout autrement, et il crut qu'il pouvait sacrifier la princesse de Perse à l'Indien pour satisfaire sa curiosité. Il balança néanmoins savoir s'il devait prendre ce parti. Le prince Firouz Shah, qui vit que le roi, son père, hésitait sur la réponse qu'il devait faire à l'Indien, craignit qu'il ne lui accordât ce qu'il demandait, chose qu'il eût regardée comme également injurieuse à la dignité royale, à la princesse sa sœur et à sa propre personne. Il prit donc la parole, et en le prévenant, « Sire, dit-il, que votre majesté me pardonne si j'ose lui demander s'il est possible qu'elle balance un moment sur le refus qu'elle doit faire à la demande insolente d'un homme de rien et d'un bâcleur infâme, et qu'il lui donne lieu de se flatter un moment qu'il va entrer dans l'alliance d'un des plus puissants monarques de la terre. Je la supplie de considérer ce qu'elle se doit, non seulement à soi-même, mais même à son sang et à la haute noblesse de ses aïeux. Mon fils, reprit le roi de Perse, je prends votre remontrance en bonne part, et je vous sais bon gré du zèle que vous me témoignez pour vous conserver l'éclat de votre naissance dans le même état que vous l'avez reçu. Mais vous ne considérez pas assez l'excellence de ce cheval, ni que l'Indien qui me propose cette voie pour l'acquérir peut, si je le rebute, aller faire la même proposition ailleurs où l'on passera par-dessus le point d'honneur, et que je serais au désespoir si un autre monarque pouvait se vanter de m'avoir surpassé en générosité et de m'avoir privé de la gloire de posséder le cheval, que j'estime la chose la plus singulière et la plus digne d'admiration qu'il ait au monde. Je ne veux pas dire néanmoins que je consente à lui accorder ce qu'il demande. Peut-être n'est-il pas bien d'accord avec lui-même sur l'exorbitante de sa prétention, et que la princesse ma fille à part, je ferai telle autre convention qu'il voudra. Mais, avant que je vienne à la dernière discussion du marché, je suis bien aise que vous examiniez le cheval et que vous en fassiez l'essai vous-même, afin que vous m'en disiez votre sentiment. Je ne doute pas qu'il ne veuille bien le permettre. Comme il est naturel de se flatter dans ce que l'on souhaite, l'Indien, qui crut entrevoir dans le discours qu'il venait d'entendre que le roi de Perse n'était pas absolument éloigné de le recevoir dans son alliance, et en acceptant le cheval à ce prix, et que le prince, au lieu de lui être contraire, comme il venait de le faire paraître, pourrait lui devenir favorable, loin de s'opposer au désir du roi, en témoigna de la joie, et pour marque qu'il y consentait avec plaisir, il prévint le prince en s'approchant du cheval, prêt à l'aider à le monter, et l'avertit ensuite de ce qu'il fallait qu'il fît pour le bien gouverner. Le prince Firouzschah, avec une adresse merveilleuse, monta le cheval, sans le secours de l'Indien, et il n'eut pas plutôt le pied assuré dans l'un et l'autre étrier, que, sans attendre aucun avis de l'Indien, il tourna la cheville qui lui avait vu tourner peu de temps auparavant lorsqu'il l'avait monté. Du moment qu'il l'eut retourné, le cheval l'enleva avec la même vitesse qu'une flèche tirée par l'archer le plus fort et le plus adroit, et de la sorte, en peu de moments, le roi, toute la cour et toute la nombreuse assemblée le perdirent de vue.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح. C'est comme ça qu'il terminait chaque jour son récit, en laissant le roi en suspense et en assurant ainsi sa survie le lendemain pour reprendre son compte. Merci de votre attention. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite une agréable nuit et un sommeil très calme et paisible. À très bientôt.